Samedi 20 février 2016, sur les hauteurs de la Bastide-Clérance, dans l'arrière-Pays basque. Dans cette maison, que tout le monde appelle la maison Bignet, la famille Rouxel s'affaire. Yann et sa mère Eva s'apprêtent à recevoir de la visite. Yann a 27 ans, il vit encore chez ses parents, alors il met la main à la pâte. Il est tout juste 11 heures quand les invités arrivent. C'était censé être un repas pour l'anniversaire de mon frère, Kevin. Donc dès 23 ans. Kevin a 4 ans de moins que Yann, mais il a déjà une petite famille, sa femme Sophia et leur fille âgée de 2 ans et demi. Eva est ravie de voir son fils cadet et surtout sa petite fille qu'elle adore. Les occasions sont rares. On a dû faire ça le samedi pour que papa puisse être là, tout simplement. Pascal Rouxel travaille beaucoup dans la semaine. Il est cadre dans une grande société d'assurance. Alors le week-end, il se consacre à sa famille et aussi à sa passion, la brocante. Papa, il est arrivé plus tard. Plus tard, il était aux Emmaüs. La famille est déjà attablée et tout le monde papote autour de l'apéro. À un moment donné, on avait commencé le repas. Avant d'attaquer le poulet, Pascal se rend dans la cuisine. Il veut choisir une bonne bouteille de vin. Quand soudain, Au tout début, j'ai pas plus réagi que si c'était des coups de feu à la télévision. Très vite, j'ai compris ou ressenti que c'était autre chose, que malheureusement c'était très grave. Je me souviens de ma mère qui a dit « on a tiré sur ton père » ou quelque chose comme ça. C'est la scène d'horreur qui commence. Yann se précipite dans la cuisine et se retrouve face à son frère. Je vois Kevin avec une arme à canon court. Je vois comme une sorte de fleur de lumière au bout de l'arme de Kevin. Derrière, il y avait mon père presque allongé. Rapidement après, donc j'ai vu ma mère qui était allongée donc au sol, sur le ventre ou sur le ventre et un peu sur le côté. J'ai pas eu le temps de bien réfléchir, mais j'avais essayé de lui retirer l'arme des mains. Il y avait une résistance, et donc j'étais pas arrivé à lui retirer l'arme, et donc j'avais abandonné l'idée. Et ensuite, je criais « Partez, partez, prenez ce que vous voulez », parce que je voulais que le danger parte. À midi, un homme affolé se présente à la gendarmerie d'Asparin, à quelques kilomètres de la maison Bignet. C'est Kevin Rouxel. Il est avec sa femme Sophia et leur fille. L'homme est blessé à la cuisse, il saigne, il crie « J'ai tiré sur mon père ». Les gendarmes partent au plus pressé. Ils envoient Kevin à l'hôpital. Ils veulent entendre Sophia. Mais il y a la petite. Il faut quelqu'un pour s'en occuper. Son arrière-grand-mère vit à une trentaine de kilomètres de là, à Biarritz. Les gendarmes préviennent leurs collègues policiers. On sonne chez moi et d'un seul coup j'entends « police ». Et nous étions assureurs, mon mari et moi, on a tout de suite compris qu'il se passait un drame. Qui est mort? Dites-moi qui est mort. Il répondait pas. Il me dit « Bon, laissez-nous entrer ». Je dis « Non, dites-moi qui est mort ». D'un seul coup, le policier, le monsieur, a sorti très vite « C'est votre fils ». Mon fils, je l'avais vu 4 jours avant, chez moi, avec Eva. J'aimais vous dire que j'ai hurlé. Les policiers de Biarritz n'en savent pas plus. Ils conseillent à Josie d'appeler la gendarmerie d'Asparin. Son mari se précipite sur le téléphone. Et d'un seul coup, je le vois, il s'effondre sur le lit, dans sa chambre.
Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Eva aussi est morte. Ils ont été assassinés tous les deux. Alors moi, je suis tombée sur le lit aussi. Quand on ne s'attend pas à ça, j'ai hurlé. Et à ce moment-là, ils nous ont dit, allez chercher une petite fille. Je ne comprenais pas. On ne savait pas ce qui s'était passé. On ne savait pas qui on allait chercher. J'ai pas pensé du tout à la petite, à mon arrière-petite fille. À la gendarmerie, on nous a rien expliqué. Rien du tout. On nous a seulement dit, il faut emmenez-la vite, emmenez-la vite. La confusion la plus totale. Et côté gendarmerie, c'est pas mieux. Un drame a eu lieu à la maison Bigné, mais les gendarmes ne peuvent interroger aucune des 3 personnes présentes sur les lieux. Kevin Rouxel est à l'hôpital pour sa blessure. Son frère Yann, qui a appelé les pompiers, est aussi hospitalisé en état de choc. Quant à Sofia, il n'y a rien à en tirer, en tous les cas pour l'instant. C'est donc de la scène de crime que les enquêteurs doivent se contenter. Quand la brigade de recherche et l'éthique débarquent à la maison Bigné, l'atmosphère est suffocante. Le poulet toujours au four est complètement cramé. Et la scène de crime est hallucinante. Dans la salle à manger, la table est toujours joliment dressée, prête pour le repas de famille. Mais à peine 1 mètre plus loin, le corps d'Eva Rouxel repose sur le dos. Dans la cuisine, les gendarmes découvrent le corps de Pascal Rouxel. À ses côtés, 2 fusils, des modèles anciens, par terre des cartouches non percutées, et un peu plus loin, une boîte en polystyrène remplie de munitions, de toutes sortes d'ailleurs. Et sur une chaise, un revolver bien en évidence, comme si quelqu'un l'avait soigneusement posé là. Dominique, Pascal et Eva Rouxel ont donc été tués avec une arme à feu. Qu'observent les légistes? Alors le père, Pascal Rouxel, a reçu 3 balles. Une dans le dos, au-dessus de la hanche, une au niveau du cou et une 3e en plein front. Il porte aussi des traces de lutte récentes sur le corps. Eva, la mère, a reçu une seule balle dans la poitrine, une balle qui n'est pas fatale sur le coup, mais qui va provoquer des lésions pulmonaires qui vont finalement entraîner la mort. Tout a été rapide. Les blessures de Pascal et d'Eva ne leur laissaient aucune chance de survie. Impossible en revanche de déterminer l'ordre des tirs ni le laps de temps. On sait juste que Kevin et Sofia sont arrivés à la maison Bigné à 11h. À 11h40, Yann appelle les pompiers. À 11h47, Kevin, lui aussi, mais il est dans sa voiture, appelle les pompiers. Et 3 minutes plus tard, Kevin et sa femme Sofia arrivent à la gendarmerie. Le fils, Kevin Rouxel, Oui. lui aussi a été blessé. Il a reçu une balle dans la cuisse qui a traversé la chair et une autre balle dans le tibia qui a traversé la jambe. On ne retrouvera aucun des 2 projectiles. Avec quelle arme? Alors, sur place, on retrouve 2 fusils de chasse, calibre 16, des vieux fusils à broche, et on retrouve aussi un revolver à poudre noire qui est vraisemblablement l'arme du crime. En tout cas, ces 3 armes vont être envoyées au laboratoire, ainsi que les vêtements que portait toute la famille. Quelques heures plus tard, les gendarmes peuvent enfin commencer l'audition de la famille. Et Kevin Rouxel ne tergiverse pas. Oui, il a bien tiré sur son père. Kevin Rouxel, au moment où je l'assiste en garde à vue, il n'est pas désespéré, si j'ose dire. Il essaie de trouver des réponses qui soient plausibles aux questions que lui posent les gendarmes. Kevin insiste sur un point. C'est son père qui a tiré le premier et qui l'a blessé à la cuisse. Et pour quelle raison, demandent les gendarmes? Et là, Kevin Rouxel est de moins en moins cohérent. Pendant sa garde à vue, il a une première version qui voudrait que son père ait voulu tuer son épouse pour des motifs qui étaient plus ou moins confus. C'était le père qui voulait monter une arnaque à l'assurance.
Kevin raconte que son père l'a entraîné dans la cuisine. Il avait un plan. Kevin devait l'aider à faire croire à un faux cambriolage pour toucher de l'argent. Kevin a refusé. Et son père a pris peur. Il a pensé que j'allais dire au reste de la famille cette affaire d'escroquerie à l'assurance. Pascal a alors sorti un revolver et il a tiré. Kevin a vu sa mère s'écrouler. Paniqué, il s'est précipité sur son père, lui a arraché l'arme des mains et il a fait feu à son tour. C'était assez confus et ça n'a pas tenu longtemps puisque peu d'heures après, il aura de nouveau changé de version. Car les gendarmes présentent à Kevin de nouveaux éléments. Dans sa voiture, ils ont découvert un sacré bazar. Plutôt du genre explosif. De l'alcool à brûler, de l'acide chlorhydrique, des mèches lentes, des cartouches. Drôle de cotillon pour un repas d'anniversaire en famille, non? Acculé, Kevin reconnaît qu'il a menti. Tout ça, cette tuerie, c'était l'idée de Yann. C'est son frère qui aurait été à la manœuvre et qui aurait voulu se débarrasser des parents pour avoir l'héritage. Yann avait un plan machiavélique. Tuer les parents. Mettre le feu à la maison. Kevin devait simplement apporter des armes et des produits inflammables. C'est Yann qui a tiré sur Pascal et Eva, puis sur Kevin dans la cuisse. C'était le plan pour faire croire à une dispute qui tourne mal. Mais Yann l'a trahi. Il a appelé les secours. Kevin a compris que son grand frère voulait lui faire porter le chapeau. Alors, il a pris les devants, il a foncé à la gendarmerie. Voilà la dernière version de Kevin Rouxel, la troisième en quelques heures. Je me rends compte qu'ils ne sont pas convaincus. Pour moi, ça ne change rien à ma position puisque je suis là uniquement pour soutenir sa vérité. Si sa vérité ne me convient pas, à un moment donné, je suis obligé de lui dire. On sent très bien que Kevin, là, il veut se défausser de cette culpabilité qui va l'atteindre de toutes les manières. Dans la pièce voisine, Yann est aussi sur le grill, assisté de son avocat. La rencontre avec Yann vers 5h de l'après-midi, 5-6 heures de l'après-midi, est un peu déroutante parce que je suis face à un garçon qui ne montre pas d'émotion. Et on peut imaginer que quelqu'un qui est aussi froid a participé à la chose. On m'annonce la mort de mes parents, et moi qui suis bien sûr totalement innocent, on me met en garde à vue. Et je commence à comprendre qu'il y a bien sûr un gros risque d'une erreur judiciaire. Bon. Être accusé par son frère d'être à l'origine ou coparticipant de la monstruosité qui est l'assassinat des parents. Parce que même s'il ne le montre pas, il est bouleversé. Ça le choque. Mais ça ne lui fait pas perdre ses moyens. Il continue à dire ce qu'il a vu. Et c'est aussi ce que les gendarmes attendent de Sofia, qu'elle leur dise ce qu'elle a vu. Ce qu'elle retient, c'est l'extrême confusion, le bruit, la fumée, et sa préoccupation principale, qui est de protéger l'enfant qu'elle a dans les bras. Elle a le souvenir terrible d'avoir reçu dans ses propres bras Eva Rouxel qui s'effondrait au sol. Mais elle n'a pas compris très exactement ce qui se passait. Et puis surtout les cris. Des cris, des cris, des cris. La seule scène qui la marque, c'est l'attitude de Yann. Elle ne comprend pas pourquoi Yann crie après elle. Elle dit qu'il s'avance vers elle, qu'il est agressif, qu'il est même agressif physiquement. On en retrouvera une trace, enfin en tout cas, elle a une griffure sur le visage qui sera constatée médicalement dans un certificat et qu'elle attribue au geste désordonné ou d'agressivité de Yann à son égard. Puis il y a le départ précipité avec son mari blessé. Elle qui appelle les pompiers affolée. Kevin qui lui raconte toute la scène pendant le trajet dans des hurlements de douleur.
réalité, Kevin, il se présente comme étant la victime de son propre père. Et qu'il a été placé presque dans une situation de légitime défense, qu'il a fallu qu'il réponde, que les coups de feu sont partis, et que lui, dans cette affaire-là, il n'y est pour rien. Et donc Sofia, elle buvarde complètement ce récit, et quand elle arrive dans les locaux de gendarmerie, pour être soumise à l'interrogatoire des enquêteurs, elle ne livre que ce récit-là, puisque elle n'a été témoin, dit-elle, directement de rien. Elle n'a rien vu. Les deux frères sont déférés devant la juge d'instruction pour un interrogatoire de première comparution. Kevin refuse de parler. Yann confirme sa version. Ils sont tous les deux mis en examen pour assassinat et ils partent pour détention provisoire. Sofia, elle ressort libre. Elle récupère sa fille. Mais tout le monde s'interroge. Pourquoi diable tuer ses parents ? Pascal et Eva vivaient depuis 15 ans dans la maison Bigné. Ils y ont élevé leurs 2 enfants, Yann et Kevin. C'était un couple très heureux. Ils avaient à peine 20 ans quand ils ont eu un coup de foudre. Ils se sont rencontrés à la fac de Bayonne. Mon fils était en sciences économiques et Eva arrivait de Pologne, elle parlait bien français, et elle était envoyée pour apprendre le droit international. Et finalement, ils sont tombés amoureux. À cette époque, Christian fait la connaissance des 2 tourtereaux. Il a aidé Eva à obtenir son titre de séjour et une belle amitié est née. Pour moi, Eva, c'était un peu la fille que je n'ai pas. Et Eva se confiait à moi quand il y avait un problème. On en discutait tous les deux. Et ça, c'était tout le long de leur existence jusqu'au jour de leur mort. Quant à Pascal, lui, il travaillait dans les assurances, mais il débutait. Et ils n'ont pas arrêté ensuite d'être mutés à droite à gauche. Yann est né à Biarritz. Il voulait absolument un autre enfant. Donc Kevin est arrivé 4 ans après, ils étaient heureux. Et en 2000, Pascal réalise son rêve, revenir au pays. Ce qu'ils souhaitaient, c'était revenir sur le Pays Basque. Ils sont passés par Dax, etc. Et au Pays Basque, ils ont trouvé cette fameuse ferme qui était vraiment en ruine. Ils ont fait des travaux énormes dedans. C'était le projet de leur vie, cette maison. C'est une ferme ancienne. Ils ont retapé, ils ont fait un étage. Eva parlait même de son petit château. Pascal travaille beaucoup et Eva fait de la maison Bigné un petit paradis. Eva, elle, quand elle s'est retrouvée en race campagne, ils étaient autonomes. Ils cultivaient, Eva cultivait ses légumes. Ils avaient pris 2 animaux pour avoir du lait. Vous voyez, ils essayaient d'être autonomes à ce niveau-là. Ils étaient parfaitement heureux. Ils étaient très heureux. On se retrouvait souvent le dimanche chez eux, ou ils venaient chez nous. Et c'était le bonheur. Yann et Kevin grandissent avec cette mère, aimante. Pascal est très présent, mais c'est Eva qui dirige la maison. Elle s'occupait de son foyer et elle protégeait ses enfants, à les aider au maximum, à les encourager, vraiment toujours à les pousser et toujours positive. C'est des parents à la fois donc, qui voulaient qu'on ait du plaisir, des moments agréables, mais aussi nous pousser au niveau études, nous pousser à préparer notre avenir. J'ai redoublé plusieurs fois, donc j'ai redoublé ma seconde. Une fois, j'ai redoublé 2 fois ma terminale avant d'avoir enfin mon bac S. Et pourtant, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des parents durs. Je dis pas que tout était parfait, puisque pour personne n'est parfait, j'étais pas parfait, Kevin non plus, mais de mémoire, on s'entendait bien, on formait... J'ai pas le souvenir d'un gros différend entre nous deux. Non, de mémoire, on formait une famille à 4, voilà. Et les loisirs aussi, c'était à 4, en famille. Férus d'arts martiaux, Pascal et Eva pratiquaient le Krav Maga, et une fois par semaine, les 2 garçons les accompagnaient à l'entraînement. Mais en grandissant,
Kevin a eu envie d'autre chose. Ils étaient un petit peu isolés. Alors qu'ils avaient habité à Dax pendant quelque temps, où ils ont eu une maison, et Kevin s'y plaisait davantage. Parce que c'est vrai qu'il avait l'école à côté, où il allait à pied, il se sentait un petit peu isolé à la Bastide-Clérance. À 18 ans, en fait, Kevin s'ennuie. Alors, il traîne sur Internet où il fait la connaissance de Sofia, une fille de son âge qui vit au Kazakhstan. Et il en tombe immédiatement amoureux. Ils échangent à distance pendant quelques mois, et elle arrive en France en 2011, début décembre. Et fin décembre, ils sont mariés. Quand j'ai vu pour la première fois sa future femme, là, j'ai vu une fille bien dans sa peau, sachant où elle va, etc. Je me suis dit, bon, elle est taillée pour la course, et ça sera valable pour Kevin, parce que Kevin, lui, il était un garçon immature, mais vraiment immature à un point extraordinaire. Eva et Pascal accueillent Sofia à bras ouverts. Kevin n'a pas de travail, sa jeune femme non plus, alors en attendant, le petit couple s'installe dans la grande maison Bigné. Eva aide la jeune Kazakhstanaise à progresser en français, et puis Sofia tombe enceinte. Une petite fille née en novembre 2013. Eva et Pascal estiment alors qu'il est temps que leur fils prenne son envol et qu'il quitte la maison. Imaginez une mignonne petite enfant, toute mignonne, mais qui fait pas ses nuits, qui fait voin. Là, c'est plus possible. Donc, là encore, mes parents, ils n'ont pas laissé comme ça. Ils ont aidé Kevin et Sofia à obtenir leur bon petit appartement bien situé pour Asparin. 2 ans avant le drame, Kevin et Sofia s'installent donc à Asparin, à peine une dizaine de kilomètres de la maison Bigné. Et c'est à partir de là que le bonheur et l'harmonie familiale commencent à se fissurer. À Asparin, Kevin et Sofia construisent leur nouvelle vie avec leur bébé et les parents les encouragent à trouver leur voie. Sophia s'est mis à coudre des affaires pour elle, pour sa fille. Kevin lui avait acheté une petite machine à coudre. Elle était douée, elle cousait très bien. Elle a fait de très jolies choses. Elle faisait même des sacs et tout ça. Eva était admirative de ses talents de couture, des poupées qu'elle fabriquait. Elle se demandait pourquoi elle ne peut pas vivre de son art. Eva lui avait proposé de fabriquer différentes choses et de leur ouvrir un magasin, leur financer un magasin à Bayonne. Elle a dit non, ça ne m'intéresse pas. La jeune mariée a dit « Oh ben non, moi j'ai pas envie de me casser le dos à travailler ». Alors Kevin a une autre idée. Il est passionné par la nature et il décide de se lancer dans la permaculture, l'agriculture naturelle. Là, ça se passe bien d'ailleurs. On a pas mal discuté même avec Sofia qui participait, qui semblait approuver le projet de permaculture. Ils étaient soutenus dans ce sens-là. Les parents de Pascal et Eva avaient acheté un terrain. Au début, Kevin et Sofia s'investissent, ils envoient des photos, montrent la progression de leur plantation, mais hélas, ça capote vite. Et au bout de quelques mois, le terrain ne ressemble plus à grand-chose. Ils voulaient, tous les deux, ne pas travailler, mais ils voulaient l'argent. Ils voulaient l'argent, ils voulaient que les parents leur payent la voiture. Les parents leur ont payé la voiture. Et ils voulaient que les parents leur payent une maison. Pascal était prêt à le faire. Et c'est Eva qui a dit ça, il n'en est pas question. Et Kevin a énormément changé, c'était plus le même. Le petit couple qui vit du RSA se replie sur lui-même. Dans le 2 pièces d'Asparin, Eva et Pascal ne sont plus les bienvenus. Mais ils ont quand même des nouvelles de leur fils. Quand il s'agit de régler le loyer ou de remplir le frigo. Les parents font le dos rond, ils raquent. Ils nous avaient expliqué que c'était très compliqué de voir leur petite fille, que c'était devenu une monnaie d'échange, un chantage. Vous nous donnez ce qu'on veut et vous verrez votre petite fille.
Le vendredi 13 octobre 2014, 1 an et demi donc avant le drame, Eva et Pascal ont une très mauvaise surprise. En rentrant chez eux vers 23h, ils découvrent que leur maison a été cambriolée. Et des bijoux d'Eva ont disparu. L'incident est arrivé le soir où il faisait du Krav Maga. La maison n'a pas été fracturée. Et les seules choses volées se trouvaient dans la pièce visitée la plus éloignée de la porte d'entrée. Alors qu'il y a des objets de valeur dans la maison, il y avait des vases anciens, il y avait des très belles choses. Mais qui avait les clés de la maison? Kevin? Qui savait que ce soir-là, il n'y aurait personne? Kevin? Eva et Pascal font part de leurs doutes à leur fils et à leur belle-fille. Le petit couple nie tout en bloc. Et 6 jours plus tard, les parents reçoivent un mail de Kevin qui fait 42 pages. Et il transpire la haine. Et on l'a lu ensemble, tous les 4, sur papier. Et c'était hallucinant. Voici votre fils idéal en photo. Alors, c'est vraiment d'abord des reproches. Vous m'avez fait grossir. On me demande ce qui lui passe par la tête. Et plus on avance, alors il y en a une là qui m'a choqué tout de suite. Là, c'est une photo d'un jeune homme nu. Et c'est là qu'il commence aussi à accuser son père d'être nazi, d'être franc-maçon. Mon père se dit aimant les nazis. C'était n'importe quoi et ça ne correspond pas du tout à ce qu'on connaissait de leur vie. Et plus on avance, plus ça devient incompréhensible. Même la typographie, elle change. Donc on retrouve une note vraiment paranoïaque. Et c'est pas fini encore. Et blablabla, et blablabla. Alors là, en gros, en gras, achetez-nous une maison, puis vous nous cachez des trucs, vous allez pas bien. Soit vous changez, soit on ne veut plus vous voir, cette famille de fous. C'est des ultimatums, du chantage. Faites un choix. Famille ou pas famille. Ce mail-là, ils ont vraiment senti ça comme aussi une menace. Mais pas une menace vitale, c'était vraiment une menace sur leur façon de vivre et sur leur réputation. Ils se sont pris ça dans la figure et ça a été... Si c'était pour faire du mal, ça réussit. Dominique, ce mail hallucinant que Kevin envoie à ses parents en octobre 2014, vous l'avez. Ouais, c'est plus qu'un mail, c'est un manuscrit, c'est le manuscrit de la colère. Ça fait 42 pages. Le titre, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vous-même. Il s'adresse à ses parents. Alors, c'est bizarre. Il y a du petit caractère, il y a des photos, il y a des lettres en majuscules. Et puis, c'est biscornu, il n'y a pas de logique, c'est totalement décousu. En fait, il a beaucoup de choses à leur reprocher. D'abord, il leur reproche de ne pas l'aimer. Vous me détestez, ça se voit. Ma vie a été un enfer avec vous. 21 ans de coups bas, de mensonges, de traîtrise. Il leur reproche de l'avoir fait grossir. Et il écrit, vous avez essayé de me casser la vie en me faisant grossir comme un éléphant. De lui avoir fait pratiquer des sports débiles, de ne pas s'occuper de lui, de ne pas s'occuper de sa femme. Il dit qu'il sait que Yann est leur favori et que lui, il ne l'aide pas à chercher du travail. Il écrit que son père est un nazi, il compare ses parents à des dragons. En fait, tout tourne autour du pognon et de l'héritage. Vous m'avez promis une voiture, une maison, acheté 2 petites maisons pour vos enfants, pour leur famille. Vous ne pouvez pas? Et il met 10 points d'interrogation à la suite. Il écrit « Je sais que je n'aurai jamais votre héritage. Déjà Kian est votre favori et vous me déshériterez un jour. » Et alors la fin, regardez. Alors faites un choix. Famille ou pas famille? Mais c'est un ultimatum, ça, en fait. C'est un ultimatum, oui. Mais quand les gendarmes découvrent 1 an et demi plus tard ce mail, ils se posent une question. Il y a plein de fautes. C'est bourré de fautes. Et en fait, Kevin, il ne fait pas de fautes. Alors qui? Peut-être Sophia? Est-ce que les parents de Kevin ont répondu à ce mail? Alors non, il y aura d'autres échanges entre eux.
plus tard, en 2015. Mais ce qui est certain, c'est que les relations entre les parents et le jeune couple commencent à se compliquer sérieusement. Hiver 2014, dans la maison Bignet, l'ambiance est de plus en plus morose. Pascal et Eva n'ont plus de contact avec leur fils. Et alors que les mois passent, une série de petits incidents les tracassent. Des choses bizarres se passent dans le verger. C'est-à-dire que les poules pondent des œufs datés maintenant avec le code barre. Donc à les acheter. Car Eva en est sûre, ces œufs à code barre ne sortent pas de ses poules. Quelques semaines plus tard, ils retrouvent des fruits au sol, dans le verger, alors que leurs arbres ne donnent plus rien depuis bien longtemps. Pascal et Eva soupçonnent le petit couple de vouloir les faire tourner en bourrique. Et c'est un enchaînement comme ça d'événements et de choses qui ne sont pas explicables et prouvables sans les prendre la main sur le fait. Kevin et Sophia essayent de les faire passer pour des fous. Et puis il y a ce repas avec Josie quelques mois plus tard, à la maison Bignet. Mon fils me dit « Tiens maman, j'ai une très bonne bouteille de Bordeaux. C'est le vin que je préfère. » Et moi, je commence à vouloir en boire un peu. J'ai immédiatement tout recraché sur la table. Une belle nappe blanche. Ça m'a brûlé la bouche, brûlé jusque dans la gorge. Et ma belle-fille me dit « Mais belle maman, c'est un bon vin, pourquoi vous faites ça ?» Et elle le goûte. Elle avait bu une gorgée de ce vin, ça l'avait brûlé, elle avait recraché. Elle pensait qu'on avait tenté de l'empoisonner. Alors je lui ai dit, bon, ce qui reste de cette bouteille, il faut l'analyser. Oh non, non, surtout pas, etc. Donc elle a refusé l'analyse du vin. Je réentends Eva nous dire, tu te rends compte ? Ils sont capables de tout. Ils pensent être assassinés par poison pour l'héritage. Dans la maison Bignet, ce n'est plus de la morosité, c'est de la peur. À la fin de l'année 2015, Eva et Pascal écrivent un testament. Ils veulent mettre Yann à l'abri. C'est lui qui héritera de la plus grosse part. La maison Bignet, le terrain et des bijoux de grande valeur cachés dans un coffre à la banque. Kevin, lui, n'aura droit qu'à une maison qu'Eva possède en Pologne, ainsi qu'à un terrain agricole. Les parents Rouxel ont même consulté une avocate. Je ne sais pas si ce sont des amis qui ont donné le conseil, mais je sais qu'ils ont fait cette démarche. Et c'est cette personne qui leur a conseillé effectivement au niveau du testament, probablement, et aussi de couper les vivres tout en gardant le lien. Ils étaient persuadés qu'elle allait le quitter et qu'il serait ramassé à la petite cuillère. Et ils voulaient être là pour lui. Ne pas se fâcher avec Kevin devient une obsession pour Pascal et Eva. Et le 19 février 2016, la veille du drame, Eva est persuadée qu'elle a eu raison. Elle appelle son ami Christian. Elle a une grande nouvelle. Kevin et Sophia viennent déjeuner à la maison le lendemain, avec la petite. Eva me dit, oh, je suis contente, je suis heureuse, tu sais. Ça se remet avec Kevin, tu vois, j'ai été patiente, j'ai eu raison d'attendre, tout ça va pour le mieux. Parce que quand elle était heureuse, ça s'entendait. Bon, et alors, on s'est quittés sur ce moment de grande joie. Et il y a une chose que Eva ne savait pas, c'est que malheureusement, il ne lui restait plus que quelques heures à vivre. Dominique, visiblement, les gendarmes attachent beaucoup d'importance à tous les petits événements qui ont délité la vie de cette famille. Est-ce que Kevin savait que ce testament le désavantageait au profit de son frère ? Rien ne le prouve, mais ce que l'on sait avec certitude, c'est que en janvier 2015, il achète un revolver et un an plus tard, en février 2016, il achète des fusils, des cartouches, de la poudre noire. On est 15 jours avant le drame. Il achète aussi de l'acide chlorhydrique et des gants. Si Kevin a acheté le revolver 1 an avant le double crime, Ouais.
ça dédouane son grand frère. Mais Sofia, qu'est-ce qu'elle savait, Sofia? Les gendarmes pensent qu'elle sait des choses et qu'elle est impliquée. Des témoins racontent qu'ils étaient inséparables, tout le temps collés l'un à l'autre. Ils habitent un studio, une seule pièce, donc c'est difficile, quand on vit dans une seule pièce, de ne pas être au courant des préparatifs d'un crime. Et en février 2016, regardez ces images, elles ont été prises par la vidéosurveillance de la librairie d'Asparin. Il vient chercher un long colis ici. Alors, on ne les voit pas ouvrir le colis, mais effectivement, elle est là. Et on peut imaginer qu'elle lui a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur du colis. Elle a pu manipuler Kevin ou pas? Alors, c'est ce qu'affirment certains témoins, c'est ce que pense la juge d'instruction et les gendarmes, qui croient vraiment qu'un projet d'assassinat était ourdi par le couple. Yann va être remis en liberté, il reste mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Et maintenant, c'est au tour de Sofia, on est le 1er avril 2016, d'être mise en examen pour complicité d'assassinat et elle est écrouée à la prison de Bayonne. Quand elle comparaît devant la juge d'instruction le 4 mai 2016, c'est pour répéter ce qu'elle a dit en garde à vue 4 mois plus tôt. Sofia ne sait rien et elle n'y est pour rien. La juge a pourtant des questions très précises à lui poser. Cette arme que Kevin a achetée en janvier 2015, vous l'aviez déjà vue? Oui, une fois, quand mon mari l'a rapportée à la maison. Elle répond de manière très simple. Elle dit « Kevin m'a dit qu'il voulait offrir une arme, un pistolet ou un revolver à son père parce qu'il aime les armes. » Pour elle, il n'y a strictement aucune surprise. Son mari lui dit « Mais attends, je vais faire un cadeau à mon père, c'est bientôt son anniversaire, et je vais lui offrir ce revolver. » D'accord, mais les fusils alors? Ceux qu'elle et son mari sont allés chercher au point presse d'Asparin, le 14 février 2016, 6 jours avant le drame. Là encore, Sofia a cru que c'était un cadeau pour papa Pascal. Elle dit « Mais moi je me souviens qu'on est allé un jour retirer 2 cartons, et quand on est revenu à l'appartement, et quand il a défait les cartons, j'ai vu que c'était des fusils. Mais moi j'ai pas été surprise plus que ça. » Et elle affirme qu'elle n'a plus jamais revu ces fusils. Et si Kevin les a apportés à Bigné le 20 février, c'était dans son dos. Et le coffre de la voiture alors? Rempli d'alcool à brûler, d'acide chlorhydrique. Là aussi, elle n'était au courant de rien? Ah si. C'était pour les grillades. Kevin m'avait dit qu'après la visite chez mes parents, on irait sur le terrain et on ferait un barbecue. Comme on a eu l'occasion de le faire quelques fois, on mangerait 2 ou 3 bricoles, aussi chiche soit-il. Donc un barbecue en février sur un terrain en friche. Sofia répond qu'elle fait confiance à son mari, qu'elle n'a pas l'habitude de poser des questions, que c'est dans son éducation. Et face à la juge, elle ne se démonte pas. Un mois plus tard, c'est au tour de Kevin d'être réentendu. Et cette fois, il accepte de parler à la juge. Promis, il va dire toute la vérité. Déjà son frère Yann, il n'y est pour rien dans cette affaire. Non, le jour du drame, le 20 février, Kevin est arrivé à Bigné, bien décidé tout seul à en découdre avec Pascal. Il va nous dire qu'il veut lui soutirer de l'argent. Et il veut montrer, en tout cas à son père, qu'il est déterminé. Alors Kevin est monté dans la chambre de ses parents. Il savait où son père cachait le revolver, celui qu'il lui avait offert. Il l'a mis dans un sac, une poche en plastique, et il est descendu dans la cuisine. Il aurait montré le revolver dans la poche Leclerc. Le père prend peur. Il attrape la poche Leclerc avec le revolver qui est dedans. Il y a une altercation. Un coup de feu part qui traverse la cuisse et le mollet de Kevin. Puis son père a tiré de nouveau et l'a loupé. C'est Eva qui s'est écroulée. Kevin ne dit pas que son père a tué sa mère, non. Ça, c'est à la justice d'en décider. Mais il raconte qu'il a alors foncé sur Pascal. Là, Kevin
s'empare de l'arme et c'est là où il tire sur son père. En tout cas, voilà comment le père de Kevin va trouver la mort, suivant ce que dit Kevin devant le juge d'instruction. Le 26 novembre 2016, 9 mois après le drame, un nombre impressionnant de cars de gendarmerie débarquent à la maison Bigné. Exceptionnellement, la juge autorise Josie à assister à la reconstitution. Au départ, j'ai voulu y aller parce que Yann, il fallait qu'il se rende dans la maison où ses parents avaient été assassinés. Et il avait peur. Il avait peur, ça se comprend. À la reconstitution, donc j'ai raconté en mimant la vérité donc au mieux de mes souvenirs. C'était donc un moment donc dur, revenir dans la maison pour ça. C'est aussi le moment donc on a retrouvé le pauvre chat, hein, voilà, qui était lui aussi chez lui, hein, dont on s'occupait bien jusqu'au drame. Et donc le pauvre chat, il a dû mourir de faim, de soif, voilà. Quand on est arrivé, la porte de la cuisine s'est ouverte. Il y avait déjà tout le monde à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois sur le sol? Le sang de mon fils. Le sang de mon enfant. Là, moi, je suis croyante. Et je me suis arrêtée. On avait beau me dire de ne rien dire, rien faire. Je me suis arrêtée, j'ai fait mon signe de croix. Dans la maison Bigné, rien n'a bougé. Kevin, qui a maintenant les cheveux longs, reprend son récit. Le revolver de son père qu'il va chercher à l'étage et qu'il sort chargé dans la voiture. Il avait tout ce qu'il fallait dans le coffre, de la poudre noire et des balles en plomb. L'arme cachée dans un sac en plastique, le retour à la maison, jusque-là, tout colle avec ce qu'il a dit à la juge. Mais Kevin Rouxel est décidément incorrigible. Sur la suite, il change encore de version. Cette fois, les fusils de son père étaient dans la cuisine. Pascal s'en est emparé. Paniqué, Kevin lui a tiré dessus. Yann a alors fait irruption dans la pièce, suivi de sa mère. Il lui a pris l'arme des mains, d'où l'altercation et les coups qui claquent. C'est peut-être Yann qui a tué sa mère en fait. Tout cela, Kevin le raconte calmement, froidement. Mais quand c'est au tour de Yann de livrer sa version, qui elle n'a pas bougé, le suspect change d'attitude. Le seul moment où il s'énerve, c'est quand il s'en prend à son frère, Yann. Il veut que Yann adhère à ce que lui est en train de décrire. Et donc les deux frères vont s'affronter pendant quelques secondes, d'une manière assez forte. Yann ne supporte pas en réalité le mensonge, le travestissement de la réalité. Lui, il dit ce qu'il a vu. Voilà. Et quand on conteste ce qu'il dit, il a vraiment un sentiment d'injustice. Comme je raconte toujours la vérité au mieux de mes souvenirs, ça me simplifie les choses, bien évidemment. J'ai pas à me poser de questions de version, de je sais pas quoi. Non. Revenir dans mes souvenirs, dans ma mémoire, et raconter les choses au mieux de mes souvenirs, voilà. Quand vient le tour de Sophia d'expliquer ce qu'elle a vécu le jour du drame, elle reste sur la même version. Elle n'a jamais quitté la salle à manger. Les gestes sont toujours les mêmes par rapport aux versions qu'elle a données. Il n'y a rien qui vienne en collision à ce qu'elle a pu décrire. Il n'y a strictement aucun problème. Le bruit et la fumée l'ont fait jaillir de sa chaise, juste à temps pour recueillir sa belle-mère Eva dans ses bras. Comme une poupée de chiffon. À partir de là, elle n'a plus qu'une chose en tête, protéger sa fille, l'éloigner au plus vite de cette scène d'horreur. On souligne que son authenticité est forte, que son émotion, quand elle doit prendre dans ses bras le plastron, c'est-à-dire la poupée qui représente sa fille, est totalement
absorbante, qu'elle ne peut retenir ses larmes, qu'elle est mal à l'aise, qu'elle est d'une tristesse absolue. Cette nouvelle énième version de Kevin, il faut la vérifier. Direction le labo de police scientifique de Toulouse. L'expertise balistique va-t-elle enfin permettre de comprendre qui a tiré avec le fameux revolver à poudre noire dans la cuisine? Le chargement d'une arme comme ça est assez fastidieux. Ça demande un petit peu de préparation. Dans ce type d'arme-là, on n'insère pas des cartouches directement dans les chambres du barillet. Là, il faut mettre les éléments donc séparément. Beaucoup de préparation donc, et surtout du temps. Démonstration. Pour ce faire, il faut démonter l'arme, en fait, démonter le barillet. Le canon, le barillet, et donc la poignée avec le reste de l'arme. Pour ce type d'arme-là, dans cette affaire-là, il y avait besoin de 1 gramme de poudre. Voilà. Donc on se prépare comme là. On ne peut pas s'amuser à mettre au hasard une quantité de poudre, parce que si on n'en met pas assez, on n'aura pas l'effet escompté, mais si on en met trop, ça peut être dangereux aussi. Ensuite, on met donc cette semoule, qui peut être aussi un petit disque en feutre, qui va venir faire tampon entre le projectile et la dose de poudre, pour ne pas avoir d'espace d'air qui pourrait créer une surpression. Ensuite, on repositionne notre barillet sur l'arme. Face à la chambre qui est remplie, on présente un projectile. C'est une petite bille en plomb. On la met face au bourroir. Le bourroir, ça va être cette pièce-là, qui va venir insérer en force le projectile. Là, il est inséré en force. Et là, le projectile est en place. Je prendrai une amorce que je mettrai sur ce qu'on appelle la cheminée, cette partie du barillet. Et donc, le percuteur viendra frapper cette amorce qui mettra le feu aux poudres. Plus d'1 minute pour charger une seule chambre, et le barillet d'un Colt en compte 6. Cela paraît donc invraisemblable que Kevin ait pu accomplir cette tâche si méticuleuse en si peu de temps. Faire ça dans un coffre de voiture, c'est pas très facile, à moins d'avoir vraiment tout prêt, mais il faut quand même se doter d'un espace un peu stable, une table, pour pouvoir étaler ces éléments sans rien renverser. Mais c'est l'examen des résidus de tir qui bat en brèche la dernière version de Kevin Rouxel. La poudre noire génère beaucoup de fumée qui laisse des traces très caractéristiques. Et le labo de Toulouse a passé le pull de Pascal, celui d'Eva et le pantalon de Kevin au microscope électronique. Ceux qui présentent le plus de particules résidues de tir sont d'abord ceux qui ont subi les tirs. À savoir Pascal Rouxel, qui a subi 3 coups de feu, et Eva Rouxel, qui a subi 1 coup de feu. En revanche, il y avait très peu de particules sur les mains des victimes. Or, si le père avait tiré, l'une de ses mains en aurait été couverte. Pour Yann, la présence de particules résidues de tir, je l'ai qualifiée de discrète. Elle est présente sur le dessus et dessous des mains, mais de façon très très limitée, totalement incompatible avec la prise en main d'une arme, donc incompatible avec un tir. Pour Sophia, la contamination est principalement observée sur les paumes des mains et peut s'expliquer par une contamination de contact avec un support qu'elle aurait touché. Ça peut être aussi, tel qu'elle l'a déclaré, Madame Eva Rouxel quand elle l'a pris dans ses bras. Alors il ne reste plus que Kevin. Il y a une contamination assez significative sur le mis en cause qui est Kevin Rouxel. Il a des résidus de tir sur la paume et le dessus de la main droite et sur l'intérieur de la main gauche. Un autre point a été mis en évidence.
Le pantalon que portait Kevin est saturé de résidus de poudre noire. C'est donc bien lui qui s'est tiré dessus, avec le revolver, exprès ou non. Mais c'est bien lui. Les expertises sont sans appel, et elles ont révélé un détail poignant. Sa mère, au moment où elle reçoit le coup de feu, est très près du tireur. Il y a même des résultats qui attestent que, par un geste réflexe, elle ait une velléité de mettre sa main droite en opposition pour essayer ou de prendre l'arme, ou ce qui ne marche jamais, d'intercepter le projectile. Car les résultats ont montré que sa main droite était beaucoup plus chargée que sa main gauche. La dernière image qu'a vue Eva, c'est son fils qui lui tirait dessus. Dominique, les enquêteurs ont une autre raison de douter, d'ailleurs depuis le début de la version de Kevin. C'est un indice qui tient dans la poche. Ouais, il est là cet indice. C'est une feuille de papier A4, roulée en boule, froissée, qu'on va retrouver dans le pantalon de Kevin. Au moment où il est soigné, il a reçu 2 balles dans la jambe. On lui enlève son pantalon. Machinalement, les enquêteurs le récupèrent, regardent dans la poche, et il y a ce morceau de papier. Et en fait, ce papier, vous voyez, c'est écrit maladroitement. Eh bien, c'est un plan d'action détaillé. Écoutez ça. Il a écrit « Finir 3 par pouf pouf ». Pouf pouf, c'est pan pan. 3, c'est son père, sa mère, et sans doute son frère Yann, qu'il avait l'intention de tuer. Il écrit ensuite « Nettoyage sol, trace pied, changer de vêtements ». Donc, c'est son scénario. Il faut qu'il se souvienne de tout ça. Il écrit pour accréditer la thèse du vol dans la maison, bouger documents, mettre un peu de fouillis dans la maison. Et puis, il avait prévu aussi de mettre le feu. Il a écrit placer gaz, bois, alcool à brûler, munitions, sortir par fenêtre, se débarrasser vêtements, gants, munitions. En fait, il ne veut pas laisser de traces. Et il faut qu'il s'en souvienne, donc il a tout écrit. Mais franchement, la recette dans la poche, Ouais. c'est pas très malin. Mais non. C'est même accablant. Mais est-ce que les gendarmes sont sûrs que c'est bien Kevin qui a écrit ça? Alors lui, nie, bien sûr. Il dit que quand il est arrivé dans la maison, il a trouvé ce bout de papier par terre dans la cuisine et que machinalement, il l'a fourré dans sa poche. Mais les experts en écriture en sont sûrs. C'est lui qui a pris ses notes sur cette feuille de papier. La préméditation est bien prouvée. Il s'agit d'un double assassinat. Reste maintenant à savoir pourquoi et quel rôle a joué Sophia, la femme de Kevin. Le 12 janvier 2017, un an après la tuerie, Josie et son petit-fils Yann ont rendez-vous avec un psychiatre au CHU de Bordeaux. C'est une visite qui change l'appréciation du dossier. Le psychiatre est venu me parler, m'a posé des questions. Et je lui ai dit que, en effet, que j'avais vu quand il était petit qu'il avait un petit quelque chose, mais qu'il était intelligent, puisque à 5 ans et demi, il savait lire. Et il m'a dit, votre petit-fils est Asperger. C'est étonnant d'ailleurs que, à l'âge qu'a Yann à ce moment-là, il a 28 ans, la chose n'ait jamais été diagnostiquée. Il y avait une maîtresse qui voulait le mettre dans une voie, ce qu'on appelle une voie de garage. Et ça, Eva a dit, il n'en est pas question. Elle a eu raison. Bon, elle ne savait pas ce qu'il avait. Le diagnostic est maintenant posé, Yann souffre d'une forme d'autisme. Pascal et Eva l'ignoraient, mais ils n'ont jamais admis ni même voulu savoir que leur aîné était différent. Et pour préserver leur grand garçon, ils lui ont fabriqué un cocon dans la maison Bignet. Yann a accaparé l'attention, le temps, les efforts des parents, beaucoup plus que Kevin. Kevin n'avait pas ce genre de difficultés. Alors les parents, même si on ne savait pas cliniquement ce dont était atteint Yann, bon, ils avaient compris que, sans doute, que Yann était un petit peu particulier. Et eux, ils sont arrivés avec ce garçon à l'amener jusqu'au bac, à ce qu'il travaille. Ils s'en sont extrêmement bien sortis. Mais c'est probablement au prix d'un... je ne veux pas dire de négligence, mais de moins d'attention pour Kevin. Et il est probable que Kevin en a souffert. Les parents sont dans le déni de ce problème, de cette différence, et ils font tout pour que ça ne se voit pas.
pour que ça ne se voit pas, il prive Kevin d'une adolescence, de pouvoir vivre avec des copains, pouvoir sortir, pouvoir aller au bal, aux fêtes du village. Il est tout le temps de l'école à la maison, et à la maison, il est sans aucun moyen de locomotion. Voilà comment se passe l'adolescence de Kevin. Il voulait qu'il n'y ait pas de différence entre les deux enfants, ça c'est probable. Mais ce faisant, ils les ont contraints à avoir un parcours un peu identique, parce que quand un présentait un examen, l'autre présentait le même examen, et ils ont toujours tout fait ensemble. Et puis Kevin a rencontré Sofia. Et Kevin, il est amoureux peut-être moins de sa femme que de ce qu'elle représente. La première femme de sa vie, la première relation sexuelle, les premiers émois, des émois pour lesquels il n'a absolument pas été préparé. Et il est complètement subjugué par l'arrivée de cette jeune femme qui le fait devenir homme. Je pense que à un moment ou un autre, sans aucune mauvaise intention, son épouse lui fait comprendre qu'ils vivent très chichement et que c'est pas un mode de vie qui peut se poursuivre pendant des années. Il est extrêmement malléable. Et à l'inverse, vous avez une Sofia Rouxel qui arrive, elle, avec un vécu totalement différent, et qui a une vraie détermination dans tout ce qu'elle fait. Vous êtes une jeune femme de 18 ans, vous êtes au Kazakhstan, vous quittez votre famille, vous partez dans l'inconnu le plus total. C'est quelqu'un qui a véritablement une vraie force de caractère. Alors moi, je pense qu'ils se sont auto-alimentés pour en arriver au résultat que l'on sait. J'ai toujours cette image qui me vient à l'esprit, c'est en quelque sorte un baril de poudre, qui serait Kevin, qui rencontre une boîte d'allumettes qui serait Sofia. En 2018, 2 ans après le drame, l'instruction touche à sa fin. Du fond de sa cellule, Kevin écrit des dizaines de courriers à la juge où il répète sans relâche que sa femme est innocente. Il clame son amour pour Sofia dans ses lettres, avec des quantités de petits cœurs et des flèches de Cupidon. Il va même jusqu'à le lui dire par écrit, tu n'es pour rien dans cette affaire. Et ça fait partie des excès de volonté de la protéger qui font qu'à un moment donné, moi je me pose la question. Est-ce qu'il la couvre parce qu'elle n'y est pour rien, ou est-ce qu'il la couvre parce qu'elle y est pour quelque chose, parce qu'en fait elle a été sa complice. D'autant plus qu'il est assez difficile à imaginer que ce qui avait été prévu ne pouvait pas être mené à son terme par une seule personne. À un moment donné, ça passe pas. Ça ne s'émerique pas. Pour le moins, pensons-nous, elle était au courant. Pour le pire, elle l'a aidé. Le couple est donc renvoyé devant la cour d'assises de Pau. Kevin pour assassinat, Sofia pour complicité. Yann, qui a bénéficié d'un non-lieu, s'est constitué partie civile. Mais est-ce que son frère va enfin lui dire, les yeux dans les yeux, pourquoi il a tué leurs parents? Et Sofia, qu'est-ce qu'elle a fait? Le procès s'ouvre le 10 décembre 2018, devant la cour d'assises de Pau, l'une des plus belles de France. L'enjeu du procès, effectivement, c'est la culpabilité ou non de Sofia. L'implication ou non de Sofia. Kevin a reconnu, lui, les faits. Il les édulcore un petit peu. Tout ça est un peu nébuleux, mais dans le fond, il reconnaît les faits. En revanche, Sofia, elle, continue de nier toute implication. Et d'ailleurs, son avocat est confiant. La cour va la croire. Je pense qu'elle va pouvoir exprimer tout ce qu'elle m'a dit. Aucune raison qu'il y ait un barrage entre ce qu'elle a pu m'expliquer et la transmission que je lui demande d'avoir devant la cour d'assises. C'est exactement le contraire qui se passe. Car au fil des jours, les témoignages des amis de Pascal et Eva accablent Sofia.
et mettent à mal sa stratégie de défense. C'est la petite fille de l'Est qui est venue au contact d'un garçon riche avec pour seul but de le dépouiller financièrement. C'est cela, le fil conducteur. Le fil conducteur des commérages, de certains témoignages, c'est exactement celui-là, avec les commentaires, bien évidemment, particulièrement désagréables, odieux, répugnants, sur les gens qui habitent au Kazakhstan. Le cliché, c'est celui-là. C'est la petite pute venue de l'Est. Mais quand la présidente interroge Sofia sur ce mariage si rapide, elle reste fidèle à elle-même. L'argent? Non. Ça ne l'intéresse pas. Non, elle dit parce que m'a présenté le français comme étant le romantique dont toutes les jeunes filles parlent dans les romans et qui seraient en quelque sorte des princes charmants qu'il conviendrait de rencontrer comme dans les contes de fées. Pas davantage. C'est un langage de contes de fées. Pendant presque une semaine de débat, Kevin continue à soutenir sa femme. Mais au 5e jour, coup de théâtre. Je suis allée à la barre. Et à la barre, quand j'ai vu Kevin, j'ai hurlé à Kevin. Kevin, maintenant tu dis la vérité. Dis la vérité, Kevin. Pour la famille. Hein? Pour tout le monde, tu nous la dois, la vérité. Et Kevin Rouxel va prendre la parole et va accabler son épouse et expliquer avec force détail, de manière très fluide, de manière très logique, de manière totalement en raccord avec les éléments que l'on a au dossier, qu'il n'a pas fait ça tout seul. Il implique Sofia, mais alors là, il est extrêmement prolixe. Il donne toutes les explications. Il implique Sofia depuis le début de la conception du projet. C'est-à-dire que on achète les armes ensemble, on va chercher les armes ensemble, on met au point le scénario ensemble. Alors, il nous dit, dans les détails qu'il apporte, il nous dit, d'ailleurs, quand j'ai chargé le revolver à la maison, parce c'est minutieux, il faut mettre la poudre dans la cartouche, puis la bille de plomb, il y a de la poudre qui est tombée par terre, et c'est elle qui a passé l'aspirateur pour la ramasser. Donc elle savait que j'avais chargé ce revolver, et si je l'avais chargé, elle ne pouvait pas ignorer que c'était pour m'en servir. Dans le box, Sofia vacille. Et elle comprend que le procès est en train de basculer et qu'elle est en train de courir à sa perte. Et d'un seul coup, elle a fait comme ça, elle s'est avancée en avant et hop, elle s'est laissée tomber en arrière. Et c'était pas un malaise pour moi. On dit ça, c'était du cinéma. Pendant ce temps, Kevin est en détention. Et à un moment donné, j'ai un des surveillants qui vient me voir et qui me dit « Écoutez, votre client a essayé de se pendre. » Kevin Rouxel doit être interné et le procès est repoussé sine die. Pour reprendre un mois plus tard, en janvier 2019. Un procès très court. À peine installé, la présidente annonce que Kevin Rouxel a fait une nouvelle tentative de suicide et qu'il n'est pas en état de comparaître. Un an après, c'est le Covid et le confinement qui s'invitent dans l'histoire. Et tout le monde désespère de voir aboutir un jour ce procès que l'on commence à qualifier de maudit. Tout le monde en avait assez. Tous les matins, on partait d'ici, on partait de Biarritz. Il y a une amie nous emmenait et on allait tous les jours à Pau. Le 19 novembre 2020, plus de 4 ans après le drame, les planètes semblent cette fois enfin alignées. Un 4e procès sans incident, avec un Kevin Rouxel qui accuse toujours Sofia. Mais il a tellement menti, tellement changé de version au cours de l'instruction, et il y a si peu d'éléments matériels contre sa femme
qu'on a du mal à le suivre. C'est alors que l'avocat général abat sa carte maîtresse. Il fait diffuser un document sonore qui accable la jeune femme. Le 20 février 2016, quand Kevin et Sofia ont quitté la maison Bigné, soi-disant affolés, ils ont appelé les pompiers. Parce que Kevin était blessé, sans savoir que les appels au secours sont enregistrés. Il est 11h47, en gros 10 minutes après les faits. Alors, annonce d'accueil des sapeurs-pompiers. Vous êtes en relation avec les sapeurs-pompiers, ne raccrochez pas. Nous allons répondre à votre demande de secours. Pendant ce temps d'annonce, on entend des voix lointaines. Ça, c'est l'enregistrement de ce qui se passe dans la voiture. Sofia Rouxel. J'appelle, attention. 4 sonneries. Alors que pendant les premières 40 secondes, les deux personnes discutent tranquillement, à voix basse. Dès que le pompier s'annonce et commence à parler, la voix pouvant être celle de Rouxel Kevin pousse de grands cris, parle vite et semble excité. Le pompier 64, je vous écoute. Allô, allô? Oui, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, mon père et mon frère ont voulu me tuer. J'ai une balle dans la jambe, en criant. S'il vous plaît, pleure. Qu'est-ce qui se passe? Mon père, mon frère, mon père m'a tiré dessus. Et après ma mère, je me suis défendu. Voilà. Et ça continue comme ça. C'est-à-dire qu'on a une scène en 2 temps, qui est enregistrée. On a 40 secondes de discussion, donc on comprend qu'elle est calme entre les deux personnes. Et dès qu'on a un interlocuteur, c'est l'explosion. Voilà. Les enquêteurs ont pu tirer la conclusion que cette scène avait été préparée et jouée. Après 7 heures de délibéré, le verdict tombe. Sans surprise. Kevin Rouxel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de ses parents. Sofia, sa complice, écope de 20 ans. Kevin accepte la sentence. Mais Sofia fait appel et le parquet n'a pas le choix. Impossible de refaire le procès sans l'un des co-accusés. Il fait donc appel aussi pour Kevin. Et c'est reparti pour un tour, cette fois-ci à Mont-de-Marsan. En octobre 2022, plus de 6 ans après les faits, c'est un Kevin Rouxel amorphe, totalement absent, qui pénètre dans le box des accusés. Ce n'est plus le même, c'est quelqu'un qui... On a l'impression que c'est une toute autre personnalité, et même une toute autre personne. Très efféminé, faisant des gestes efféminés. On ne comprend pas trop s'il joue un rôle, s'il est lui-même ou s'il est animé d'une pathologie mentale quelconque. Alors, s'il continue à impliquer Sofia, son discours est beaucoup moins structuré. Son discours part dans tous les sens. Il a été calamiteux de A à Z. Et donc, les jurés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un fou. Par relativité, Sofia, elle se grandissait, quoi. Elle montait sur un piédestal. Et Sofia, sur les conseils de son avocat, abandonne sa posture de victime. Maintenant, c'est elle l'accusatrice. J'ai dit à Sofia que c'était sa dernière chance, qu'il n'y en aurait pas d'autre, mais que j'avais besoin de sa voix. Et que cette voix, elle ne devait pas être timide, elle ne devait pas être timorée, elle devait être forte, qu'il fallait qu'elle puisse dire, d'une part, qu'elle était innocente, mais qu'elle avait été manipulée et qu'elle avait été vraiment entraînée dans cette affaire, dans laquelle elle n'avait rien à faire, aucun intérêt, strictement rien. Ça, je lui ai dit, il faut qu'on t'entende, il faut que tu le dises, il faut que tu le cries, n'hésite pas. Et cette fois, les jurés l'ont entendu. Le 23 octobre 2022, la peine de Kevin Rouxel est confirmée. 30 ans de prison. Sofia, elle, est acquittée. Vous dire que c'est un soulagement, bien évidemment que c'est un soulagement. Surtout pour elle qui est à côté, là, qui n'en croit pas ses oreilles. Ça y est. La vie de Sofia Bondarchuk, accusée, elle n'existe plus. C'est une jeune femme innocente qui va retrouver la liberté, qui va reprendre goût à la vie.
Sofia est sortie libre du tribunal avec la ferme intention de récupérer la garde de sa fille. Kevin lui a jeté l'éponge. Il ne s'est pas pourvu en cassation. Avril 2011, Nantes. Une famille semble s'être évaporée. Plus de nouvelles, plus de réponses, des volets clos, une maison silencieuse dans un quartier pourtant ordinaire. Au départ, rien ne laisse présager l'ampleur de ce qui va être découvert. Une absence, simplement. Une inquiétude qui monte lentement, presque discrètement. Puis viennent les premiers signaux. Des proches s'étonnent. Les enfants ne vont plus à l'école. Les voisins remarquent des comportements inhabituels. Des courriers sont envoyés pour annoncer un départ précipité à l'étranger. Une version officielle, froide, structurée, presque administrative. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Lorsque les enquêteurs entrent dans la maison, ils ne trouvent pas une scène de vie abandonnée. Ils trouvent une mise en scène. Et sous la terrasse, ils découvrent la vérité. Au centre de cette affaire, un homme, Xavier Dupont de Ligonnès. Un père de famille, discret, intégré, apparemment sans histoire. Un homme qui va disparaître sans laisser de traces. Et dont le nom, plus de 10 ans plus tard, continue de hanter les esprits. Xavier Dupont de Ligonnès naît en 1961 dans une famille issue de la noblesse française. Très tôt, il grandit dans un environnement marqué par une certaine idée du statut social, de l'image, de la réussite. Mais derrière cette façade, sa trajectoire n'est pas celle d'un parcours linéaire. À l'âge adulte, il ne parvient jamais vraiment à s'installer dans une stabilité professionnelle solide. Il multiplie les projets, souvent liés à la vente, au commerce, à des activités indépendantes. Certains fonctionnent brièvement, d'autres échouent rapidement. Il semble toujours être en quête d'une réussite qui lui échappe. Il épouse Agnès, avec qui il aura plusieurs enfants. À l'extérieur, la famille donne l'image d'un foyer uni, cultivé, intégré dans la vie sociale nantaise. Les enfants sont scolarisés dans des établissements privés. Les apparences sont maintenues. Mais en réalité, la situation financière est fragile. Les dettes s'accumulent. Les projets ne suffisent pas à stabiliser les revenus. Xavier continue pourtant de projeter une image de contrôle. Il parle de nouveaux plans, de nouvelles opportunités. Il entretient une forme d'illusion de réussite. Cette dualité devient centrale. D'un côté, l'image d'un homme organisé, réfléchi, capable de planifier. De l'autre, une réalité faite d'échecs répétés, de pression financière et d'impasses. Avec le temps, cet écart se creuse. Des proches décrivent un homme qui peut se montrer charmant, convaincant, mais aussi distant, secret. Il ne partage pas toujours ses difficultés. Il garde le contrôle de ce qu'il montre. Dans les mois qui précèdent les faits, certains signes apparaissent. Des tensions. Des comportements inhabituels. Des décisions difficiles à expliquer. Mais rien qui permette d'imaginer ce qui va suivre. Car ce qui rend cette affaire si marquante, ce n'est pas seulement ce qui a été découvert. C'est aussi ce qui a été préparé. Et la précision avec laquelle tout semble avoir été organisé. Dans les semaines qui précèdent avril 2011, rien ne laisse apparaître une rupture brutale aux yeux de l'extérieur. La famille continue sa vie, les enfants vont à l'école, les voisins croisent Xavier comme à l'habitude. Pourtant, en observant rétrospectivement les événements, les enquêteurs vont identifier une série de gestes précis, discrets, mais cohérents entre eux. Des actions qui, mises bout à bout, dessinent une préparation. Xavier Dupont de Ligonnès commence par organiser progressivement la disparition administrative de sa famille. Des lettres sont envoyées à des établissements scolaires pour signaler le départ des enfants. Des abonnements sont résiliés. Des objets sont vendus. Des comptes sont clôturés ou vidés. Chaque démarche est formulée avec un ton calme, structuré, presque professionnel. Il explique un départ à l'étranger, parfois aux États-Unis,
dans le cadre d'une mission confidentielle liée à une organisation internationale. Ce scénario est élaboré avec soin. Il est crédible sans être vérifiable immédiatement. Il donne une explication logique à une absence soudaine. Il permet surtout de retarder toute alerte. Dans le même temps, Xavier effectue des achats précis. Du matériel. Des éléments qui, à première vue, peuvent sembler ordinaires, mais qui prendront un sens particulier dans l'enquête. Il planifie ses déplacements, anticipe les étapes suivantes. Rien n'est laissé au hasard. À la maison, les choses évoluent subtilement. Les enfants disparaissent progressivement du quotidien. D'abord l'un, puis un autre. Les voisins ne remarquent pas immédiatement leur absence. Le rythme de la vie urbaine, les habitudes, la discrétion de la famille contribuent à rendre ces changements invisibles. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est l'absence de précipitation. Il n'y a pas de chaos apparent. Pas de désordre visible. Tout semble s'inscrire dans une continuité contrôlée. Comme si chaque étape avait été pensée à l'avance. Un élément marquant dans cette période est l'envoi de lettres à plusieurs proches. Dans ces courriers, Xavier développe une version très particulière de la situation. Il affirme être impliqué dans une opération secrète, sous protection, et explique que sa famille doit disparaître temporairement pour des raisons de sécurité. Le ton est convaincant, détaillé, presque narratif. Il construit une réalité alternative. Ces lettres jouent un rôle clé. Elles montrent une volonté de maîtriser le récit, d'anticiper les questions, de fournir des réponses avant même que les doutes n'apparaissent. Pendant ce temps, les tensions financières restent présentes. Les dettes ne disparaissent pas. Les difficultés persistent. Mais au lieu de chercher une solution classique, Xavier semble s'engager dans une autre direction. Une logique interne qui échappe totalement aux personnes qui l'entourent. Les jours passent. La maison devient progressivement silencieuse. Les volets restent fermés plus longtemps. Les allées et venues diminuent. Puis vient le moment où Xavier quitte les lieux. Il ne part pas dans la précipitation. Il suit un itinéraire. Il laisse des traces. Des passages dans des hôtels. Des retraits d'argent. Des images de caméras de surveillance. Il se déplace vers le sud de la France, étape après étape. Et puis, à un moment précis, il disparaît. Mais à ce stade, personne ne le sait encore. Car derrière lui, la maison de Nantes garde son secret. Un secret qui ne sera découvert que plusieurs jours plus tard. Et qui va transformer une disparition inquiétante en une affaire hors norme. Lorsque les enquêteurs interviennent finalement dans la maison familiale à Nantes, plusieurs jours se sont déjà écoulés. Les inquiétudes se sont accumulées. L'absence prolongée des enfants à l'école, les réponses floues, les lettres inhabituelles, tout converge vers une situation qui ne peut plus être ignorée. Pourtant, personne ne s'attend réellement à ce qui va être découvert. À première vue, la maison ne présente pas de désordre évident. Elle est fermée, calme, presque figée. Rien ne correspond à une scène de panique ou de départ précipité. C'est précisément cette normalité apparente qui intrigue les enquêteurs. Très vite, certains détails attirent leur attention. Une odeur persistante. Une impression étrange, difficile à définir. Les premières vérifications conduisent à explorer l'extérieur de la maison, notamment la terrasse. C'est là que tout bascule. Sous la surface, les corps des membres de la famille sont retrouvés. La découverte est méthodique, progressive. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'il ne s'agit pas d'un événement soudain, mais d'une action organisée. Les corps ont été dissimulés avec soin. L'espace a été aménagé. Tout indique une volonté de cacher, mais aussi de retarder la découverte. L'affaire change immédiatement de nature. Ce n'est plus une disparition. C'est une scène criminelle complexe, préparée. Les premières analyses révèlent des éléments troublants. Les faits se sont déroulés sur plusieurs jours. Chaque membre de la famille a été isolé, dans un cadre contrôlé. Rien n'indique une confrontation chaotique. Tout semble s'être déroulé dans une forme de continuité maîtrisée.
Dans la maison, les enquêteurs retrouvent également des indices qui confirment la préparation évoquée dans les jours précédents. Des traces d'achat, des documents, des courriers. L'ensemble forme une chronologie cohérente. Une succession d'étapes qui ne laisse que peu de place à l'improvisation. Très vite, l'attention se concentre sur une seule personne absente, Xavier Dupont de Ligonnès. Son absence, dans ce contexte, devient centrale. Il est le seul membre de la famille dont on ne retrouve pas de traces immédiates. Les investigations se tournent alors vers ses déplacements récents. Les relevés bancaires, les images de surveillance, les témoignages permettent de reconstituer son parcours après son départ de Nantes. Les enquêteurs suivent sa trace à travers la France. Il est vu dans plusieurs villes. Il s'arrête dans des hôtels, paie en liquide, circule seul. Chaque étape confirme qu'il est encore en vie après les faits. Il ne semble pas fuir dans la panique. Il avance. Ce comportement intrigue. Il ne correspond pas à une fuite désorganisée. Il suit un itinéraire précis, comme s'il avait planifié la suite des événements. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. Le choc est immense. L'idée qu'un homme apparemment ordinaire ait pu organiser une telle disparition familiale bouleverse l'opinion publique. Très vite, son visage est diffusé partout. Les appels à témoins se multiplient. Mais malgré cette visibilité soudaine, malgré les moyens déployés, Xavier reste insaisissable. Sa trace s'arrête dans le sud de la France, dans une zone où il est vu pour la dernière fois. Après cela, plus rien de certain. L'enquête entre alors dans une nouvelle phase. Une phase sans certitude. Une phase où chaque hypothèse devient possible. Et où l'absence de réponse devient, à elle seule, une énigme. Après la découverte à Nantes, l'enquête bascule dans une dimension nationale, puis internationale. L'objectif devient clair, retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Très vite, les forces de l'ordre reconstituent son itinéraire après son départ de la maison. Grâce aux relevés bancaires, aux tickets, aux caméras de surveillance, une trajectoire précise se dessine vers le sud de la France. Il est aperçu dans plusieurs villes, s'arrête dans des hôtels, paie en liquide, se déplace seul avec peu de bagages. Les témoignages concordent, il semble calme, organisé, presque détaché. Rien dans son attitude ne laisse penser à une fuite paniquée. Il suit une logique. Un plan. Sa dernière trace confirmée le situe dans le Var, dans la région de Roquebrune-sur-Argent. Il est filmé marchant seul, avec un sac, sur un parking d'hôtel. Cette image devient centrale. C'est la dernière certitude. À partir de là, l'enquête entre dans une zone d'incertitude totale. Les recherches se concentrent d'abord sur cette région. Des battues sont organisées. Les forêts, les reliefs, les zones isolées sont explorées. L'hypothèse d'un suicide est envisagée. Certains pensent qu'il aurait pu disparaître volontairement dans la nature. Mais aucun élément matériel ne vient confirmer cette théorie. Très vite, d'autres hypothèses émergent. Celle d'une fuite à l'étranger. Xavier a évoqué dans ses lettres une possible présence aux États-Unis. Les enquêteurs explorent cette piste, vérifient les passages de frontières, les identités, les réseaux. Mais rien de concret ne permet de confirmer qu'il a quitté le territoire. L'idée d'une nouvelle identité apparaît également. Certains pensent qu'il aurait pu préparer une vie ailleurs, sous un autre nom. Son comportement organisé, sa capacité à anticiper les étapes, renforcent cette possibilité. Mais là encore, aucune preuve formelle. Au fil des années, l'affaire est régulièrement relancée par de nouveaux témoignages. Des personnes affirment l'avoir reconnu dans différentes régions, parfois à l'étranger. En France, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Chaque piste est vérifiée. Presque toutes se révèlent être des erreurs. L'un des épisodes les plus marquants survient en 2019, lorsqu'un homme est arrêté dans un aéroport en Écosse, soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès. L'information se propage immédiatement. Pendant quelques heures, beaucoup pensent que l'affaire est enfin résolue. Mais les analyses confirment rapidement qu'il s'agit d'une erreur d'identité. Cet événement illustre à quel point l'affaire reste sensible.
Chaque nouvelle piste ravive l'attention médiatique. Chaque rumeur relance les espoirs. Avec le temps, l'image de Xavier Dupont de Ligonnès évolue. Il n'est plus seulement un suspect en fuite. Il devient une énigme. Une figure presque abstraite. Un homme dont on connaît le passé, les actes supposés, mais pas la fin de l'histoire. Les enquêteurs, eux, continuent de travailler. Le dossier reste ouvert. Les preuves sont conservées. Les technologies évoluent. Mais l'absence d'éléments concrets depuis sa dernière apparition rend toute avancée difficile. Ce qui rend cette affaire unique, ce n'est pas seulement la gravité des faits. C'est l'absence de conclusion. Une histoire qui s'interrompt brusquement, sans réponse définitive. Et qui, année après année, continue de poser la même question. Où est-il passé ? Plus les années passent, plus l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès s'éloigne dans le temps, et pourtant, elle ne disparaît pas. Elle reste présente, régulièrement ravivée par des témoignages, des documentaires, des relances médiatiques. Mais au-delà de l'intérêt public, elle pose une question plus profonde: comment une affaire aussi structurée, aussi étudiée, peut-elle rester sans conclusion claire ? L'un des éléments les plus troublants reste la préparation. Tout, dans les semaines précédant les faits, montre une organisation précise. Les démarches administratives, les lettres envoyées, la gestion des finances, les déplacements, chaque étape semble anticipée. Cela donne l'image d'un homme qui ne subit pas les événements, mais qui les construit. Cette maîtrise apparente rend sa disparition encore plus difficile à interpréter. S'il a planifié autant d'éléments avant de partir, est-il possible qu'il ait également prévu la suite ? Une nouvelle vie ? Une disparition définitive ? Ou au contraire, un point final volontaire ? Les hypothèses continuent d'exister, sans qu'aucune ne s'impose totalement. Certains pensent qu'il s'est donné la mort peu après sa dernière apparition dans le sud de la France. L'absence de traces pourrait s'expliquer par un lieu isolé, difficile d'accès. Mais malgré les recherches, aucun élément concret ne vient appuyer cette théorie. D'autres privilégient l'idée d'une fuite réussie. Xavier Dupont de Ligonnès parlait anglais, connaissait certains codes sociaux, et avait montré une capacité à construire des récits crédibles. Pour ces observateurs, il aurait pu organiser sa disparition, changer d'identité, et reconstruire une vie ailleurs. Cette hypothèse fascine, mais elle repose en grande partie sur des suppositions. Une autre piste, plus nuancée, évoque une disparition accidentelle ou une fin imprévue, survenue après sa dernière trace connue. Mais là encore, l'absence totale d'indices rend toute conclusion incertaine. Au-delà des hypothèses, l'affaire révèle aussi des éléments sur la perception sociale. Elle montre à quel point l'image d'un individu peut être trompeuse. Xavier Dupont de Ligonnès apparaissait comme un homme intégré, cultivé, discret. Rien, en apparence, ne le distinguait radicalement. C'est cette normalité qui a marqué les esprits. L'idée qu'un homme ordinaire, inséré dans la société, puisse construire une telle situation, puis disparaître sans laisser de traces, crée un sentiment d'incompréhension durable. Cela remet en question les repères habituels, les certitudes sur ce que l'on pense savoir des autres. L'affaire a également un impact sur le travail des enquêteurs. Elle illustre les limites des investigations face à une disparition bien organisée. Malgré les moyens modernes, les bases de données, les échanges internationaux, certaines trajectoires peuvent encore échapper à toute conclusion. Aujourd'hui, le dossier reste ouvert. Officiellement, Xavier Dupont de Ligonnès est toujours recherché. Chaque nouvelle information est examinée. Chaque signalement est vérifié. Mais le temps passe. Et avec lui, la possibilité d'une réponse certaine semble s'éloigner. Certaines affaires se terminent par un verdict. Une arrestation. Une vérité judiciaire. Celle-ci s'arrête sur une absence. Quelque part, en avril 2011, un homme quitte une maison à Nantes, traverse la France, puis disparaît. Derrière lui, il laisse une histoire soigneusement construite, des actes qui marquent durablement, et surtout, un vide. Ce vide devient le centre du récit. Car plus le temps passe, plus l'absence de réponse devient elle-même une réponse partielle.
Elle entretient le doute, nourrit les hypothèses, empêche toute conclusion définitive. Peut-être que la vérité existe, quelque part, simple, concrète. Peut-être qu'elle a déjà eu lieu, sans témoin. Ou peut-être qu'elle reste encore à découvrir. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que cette histoire ne s'est jamais vraiment terminée. Elle s'est interrompue. Et depuis, elle continue d'exister à travers cette question qui revient, encore et encore. Que s'est-il réellement passé après cette dernière image ?